Bienvenue à tous, on a des choses à vous dire et comme chaque jour, nous allons profiter de ces 45 minutes pour vous dire toutes sortes de choses, toutes sortes d'infos, certaines que vous attendez, certaines que vous n'attendez pas. Il y a des surprises tous les jours dans l'actualité et hors actualité. C'est parti! Et comment ne pas présenter la fine équipe qui est à mes côtés, qui m'entoure, à commencer par Martine Guégan. Coucou. Ah, un peu plus réveillée qu'hier quand même. Oui, ça va mieux. Hein. Au fil de la semaine, je me réveille. Vendredi, voilà, j'ai la pêche. Non, il n'est pas vendredi là. Non, on est mardi. On est mardi. Et ben justement, donc... D'accord. Le lundi, il faut éviter. Hein. C'est ça. C'est pas génial hein, quand même, le lundi. Bonsoir. Alors franchement, bonsoir. Lionel, là, éveillé, ouais, tout à fait, musclé, toute la semaine. Un t-shirt que vous avez emprunté à Saïdou Gaye. Pas du tout, un t-shirt que je ramène de Sao Tomé, les principes où je suis allé cet été. Voilà. Enfin bon, je vais pas vous dire où ça se trouve, tout le monde s'en fiche. Hein. Alors je crois que tout le monde le sait. Bon. Ah bon, d'accord. Ah ouais, bon. Il me semble pas quand même. Hein. Oh si, bon. Ok, franchement. Fabienne, qu'est-ce que vous avez Fabienne Eh bien bonsoir. Non, je réfléchissais là. Mais ça vous rentre. Moi j'ai la pêche depuis hier. Ah bon. Bien travaillé moi. Bon, mais hier soir, je sais où vous étiez. Comment vous savez où j'étais? Enfin, en début de soirée. En début de soirée. On en parlera. On en parlera tout à l'heure. Quel tout Sadoc. Bonsoir. Bonsoir. J'ai rien dit. Vous avez dit? J'ai rien dit. Ben non. J'aurais pu dire sourire éclatant. Non, j'ai rien dit. Ben non. Non. Cinéma aujourd'hui? Cinéma, oui. Avec entre autres la sortie d'un film turc, Ours d'or à Berlin en février. Miel. Voilà. Miel. Oui, miel. Il n'y a pas de marque. Hein. Et nous avons un invité en la personne du commandant Schindler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons avoir l'occasion de parler de ce que vous faites au sein de la police. C'est pas habituel. On regarde quelques images et on va tout de suite deviner de quoi il s'agit. Évidemment, c'est pas vous sur la photo, hein, mais je crois que vous commandez la demoiselle, enfin la demoiselle ou la dame en question. C'est infiniment intéressant. C'est un très beau reportage signé Virginia Forgat que nous allons voir tout à l'heure. Autrement dit, c'est un reportage sur la police équestre du département et on fera même une extension. C'est bien ça? Depuis combien de temps vous êtes l'un des responsables? Je vais pas dire au niveau national, mais déjà en Ile-de-France, vous êtes le responsable. Il n'y a des unités équestres qu'en Ile-de-France. Donc ça compose de moi le responsable national des unités équestres de la sécurité publique et poste que j'occupe depuis 5 ans. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de chevaux? Alors à l'heure actuelle, nous avons 20 chevaux et une quarantaine de fonctionnaires. Pour la sécurité publique, plus le même nombre de chevaux et de fonctionnaires qui sont à la préfecture de police de Paris. Très bien, et on verra ça tout à l'heure, mais pour ceux, peut-être comme moi d'ailleurs, qui pensaient que vous faisiez des petites promenades à cheval et que vous regardiez les choses de haut, ce qui était quand même un peu travaillé en vacances, eh ben non, pas du tout. Non, du tout. C'est un peu plus complexe que ça. Oui. Il y a un sacré boulot. Ouais. Bon, et puis surtout une entente parfaite entre l'homme et les bêtes. Hein. Parfaite, c'est ce que nous souhaiterions obtenir, oui. Ah ben c'est le cas, on verra ça dans le reportage. On va laisser d'abord la parole à Justy, élève du collège Paul-Éluard à Vigneux. C'est un nouveau commentaire d'ado sur une récente actualité. Là, il s'agit d'un drame familial. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bombini. Les parents ont laissé mourir leur fille malade. Alors raconte-moi un petit peu cette histoire. Cette jeune fille malade, elle avait 22 ans et elle voulait faire une tentative de suicide. Pourquoi elle voulait se suicider? Elle l'avait dit, raconte-moi. Hein, parce que à ce qui paraît, elle s'est fait écraser par une voiture. Les parents, en fait, ils ont fait quoi, raconte-moi? Les parents, ils ont rien fait du tout. Ils l'ont laissé pendant plusieurs jours. Ils l'ont pas laissé manger, ils n'ont pas... Plus on pouvait la sauver si les parents allaient appeler les hôpitaux. Comment les parents se justifient? Comment ils ont réagi? Ils ont pleuré, mais après ils savaient pas, ils voulaient rien faire du tout, plus ils savaient pas quoi faire avec elle, comme des fois elle n'écoutait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand la police est venue les chercher? Que c'était pas leur faute, qu'ils ont rien pu faire parce que à ce qui paraît ils voulaient pas appeler, ils savaient pas quoi faire d'elle. Toi, tu penses quoi de ce qu'ont fait les parents? Si j'étais à
si j'étais à la place de la jeune fille, bah, je serais déçu. Même si c'est lourd pour elle d'être handicapée, bah, il fallait mieux qu'il l'aide. Et les parents, peut-être que s'ils étaient fatigués de s'en occuper, ils auraient pu trouver une autre solution? T'as des idées? Moi, j'aurais dit placer dans un institut ou soit placer dans un... Comment ça s'appelle pour un truc pour les handicaps. Voilà, alors je vous explique, commandant, chaque jour, nous avons une journaliste qui se rend dans un collège. Là, il s'agit de Paul-Éluard à Vigneux. L'année dernière, c'était avant les vacances, c'était au collège des Pyramides. Et les ados, élèves de 4e ou 3e, là, il s'agit commentent l'actualité, mais toutes les actualités qu'ils veulent, et nous donnent leur ressenti. De temps en temps, on a des surprises extrêmement fortes. On a l'impression que les ados comprennent rien, et puis finalement, grosse humanité, beaucoup d'affectifs, beaucoup de tendresse, et des ados qui sont de temps en temps plus droits que pas mal d'adultes. Bon, les ados, vous devez connaître, on en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui ne pourraient pas voir le JT, en voici les grandes lignes. Et d'abord cette alerte à la bombe en fin de matinée en gare de Massy-Palaiseau, après la menace d'attentat terroriste évoquée par les autorités françaises. Les services spécialisés sont rapidement intervenus. Finalement, apparemment, selon certaines sources, il y aurait eu une bouteille remplie d'un liquide avec un détonateur sans fil sur la voie 3 de la ligne RER. D'autres sources évoquent une bouteille sans rien d'autre. En tout cas, le trafic a été interrompu environ 3 heures pour céder la place aux démineurs et aux enquêteurs. C'est la journée mondiale Alzheimer. Virginia Fragac et Amélie Patéron se sont rendues à l'hôpital Les Magnolias, un établissement gériatrique dont le pôle médico-social est inauguré d'ailleurs aujourd'hui par la secrétaire d'État chargée des aînés, mais en bonne compagnie. Nathalie Kosciusko-Morizet, Claude Évin, ancien ministre, Jean-Paul Huchon, le patron de la région Île-de-France, Jérôme Gage. C'était hier soir la rentrée de la Chambre de commerce et d'industrie. Son président Gérard Ruot, bien décidé à compter sur les secteurs les plus innovants du département cette année pour rebondir après la perte de quelques 8000 emplois, industrie et commerce évidemment confondus, depuis 2 ans en Essonne. Et puis nous parlerons dans le journal des mineurs délinquants suivis au tribunal d'Évry par une nouvelle organisation qui devrait cibler les récidivistes. Voilà pour les infos. Alors je vais profiter de votre présence, commandant, parce que vous êtes de la police, déjà pour vous dire, suivre un petit peu plus les mineurs délinquants, est-ce que c'est utile ou alors il faut passer à autre chose? Je pense que c'est primordial. C'est primordial, mais ça n'est pas le rôle exclusivement de la police, c'est loin de là. Mais non, là c'est pour ça que ça passe au palais de justice. Bien sûr que c'est primordial, c'est le futur de notre société. Enfin, c'est mon opinion, et j'ai pas beaucoup d'opinions à exprimer là-dessus, mais c'est le futur de notre société, c'est par là qu'il faut commencer, bien sûr. Vous êtes quand même policier depuis combien d'années? Bientôt 28 ans. Bon, il y a une énorme différence entre, non pas au moment où vous avez commencé, mais disons dans les 5 dernières années, vous avez vraiment remarqué que la délinquance, disons, jeune, a terriblement augmenté? Oui, ça c'est indéniable. Il y a deux éléments. Il y a l'âge moyen du passage à la délinquance petite, moyenne et parfois grand. Il y a cet âge moyen qui a reculé, qui s'est abaissé. On voit quand même des mineurs qui ont moins de 13 ans qui commettent des faits qui sont quand même d'une gravité extrême. Il y a surtout cet âge moyen qui a baissé, et il y a surtout l'intensité et la gravité des faits qui s'est aussi intensifiée. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus violent. Il y a des barrières qui sont des barrières psychologiques qui sont franchies petit à petit dans la violence, dans l'atteinte aux personnes, dans l'irrespect total. Et ça, c'est très inquiétant. Et un de vos collègues, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il m'a pas autorisé, me parlait d'une perte de valeur extraordinaire chez les jeunes. C'est évident, c'est évident. Toute vie, c'est du moins mon opinion, que je partage, comme disait quelqu'un que je connais, oui. Toute vie en société suppose que nous devons, pour pouvoir vivre en société, adhérer à un certain nombre de valeurs, ou tout au moins respecter un certain nombre de barrières sociales. Sinon, c'est la loi de la jungle, et dans la jungle, il existe aussi des barrières sociales qui sont celles des sociétés animales, et dont parfois on pourrait s'inspirer. Fermons la parenthèse. Et ces barrières sautent. Elles sautent, elles ne sont plus... Alors, je ne vais pas dire enseignées parce que je vais me faire des ennemis. Elles ne le sont pas suffisamment. Elles ne le sont pas suffisamment. Et je pense, et encore une fois, c'est vraiment très personnel comme opinion, et je sors peut-être un peu de mon rôle, que
À force d'avoir tant décrié la morale, au sens large, c'est quand même ce qui permet à une société de vivre en société. Quand la morale ne s'écrit pas avec un très très grand M. Avec un petit M au quotidien. Un petit M au quotidien, vous avez parfaitement raison. Bon, avec un grand M, je ne la connais pas et c'est pas dans mon propos et je ne serai pas suffisamment présomptueux pour avoir une opinion là-dessus, mais c'est fait de ça, d'un quotidien de respect. Bon. Je profite également de votre présence. En dehors du thème qui vous fait venir ici, il y a cette alerte à la bombe. Alors, apparemment, c'est une fausse alerte, mais vous êtes en pleine vigilance depuis quelque temps? Ça fait plusieurs années. C'est pas nouveau. C'est sûr que le monde aussi s'est radicalisé. Les menaces terroristes existent. Elles sont suivies par des spécialistes, je n'en suis pas. Mais il est bien évident que notre pays n'est pas plus à l'abri qu'un autre. Très récemment, c'est la Grande-Bretagne qui a été frappée. Pas plus à l'abri que la Grande-Bretagne. Et la difficulté, je ne suis pas un spécialiste du tout, la difficulté vient aussi du fait de cette diaspora disséminée de cellules terroristes qui peuvent s'activer de façon opportuniste. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais la menace existe, elle existe toujours et elle va être prééminente. Et c'est vraiment soumis à une actualité très précise et à un traitement de l'actualité aussi, qui nous rebascule aussi dans le traitement qui en est fait. C'est vrai, votre voisine Fabienne veut dire un mot. Oui, parce que moi j'ai remarqué que ce matin, par exemple, pour venir de mon lieu personnel sur mon lieu de travail, j'ai mis 1h30. Effectivement, comme il y a depuis un certain nombre de jours où on dit qu'il y a des attentats, enfin qu'il peut y avoir des attentats, tout le monde prend sa voiture. Alors du coup, les gens n'osent plus prendre le métro, la trouille du métro, donc on prend la voiture. Ce qui fait que concrètement, il y a la taxe carbone, on est tous dans nos voitures et on met pour aller à notre travail un temps fou. Et puis, s'il y avait un attentat, dans notre voiture, ça serait extrêmement compliqué. Donc c'est vrai aussi qu'il y a la peur. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut avoir extrêmement peur? Est-ce qu'il faut s'agiter? Je sais pas. Mais en tout cas, je remarque qu'effectivement, bientôt, on va même plus pouvoir prendre la voiture. On pourra même plus aller au boulot. Non, on pourra même plus aller au boulot. La taxe carbone, quelque chose de... à cheval. Ah, ben pourquoi pas. À cheval. À vélo. Bon, pourquoi pas. Bon, écoutez, on va quitter ce monde épouvantable pour rejoindre une terre d'asile et de contraste, Saint-Chéron, oui, alors avec je ne sais pas si c'est exactement le cas. En tout cas, je me rappelle, donc hier, je vous entends encore me dire, ouvrez les guillemets, mon empire pour un tracteur tondeuse, Patrice, si je ne me trompe pas, c'était vos mots hier. Et alors justement, il se trouve que vous avez été exaucé, on va voir les images tout de suite, puisque je me suis rendu à Saint-Chéron pour le Salon Vert qui est donc le paradis, on peut le dire, du tracteur tondeuse. Mais on ne me reconnaît pas du tout. Non, parce que vous aviez dû mettre, je sais pas, un masque, vous étiez... Ouais. Le Salon Vert, donc, qui s'étend quand même sur 30 hectares, avec 450 exposants, des grandes marques cette année. Dans le cadre privilégié, on l'a vu sur le premier plan du château de Baville. Moi, je ne connaissais pas. C'est un château qui est près de Saint-Chéron, très 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 beau château, donc idéalement situé. Alors là, c'est assez sympa parce qu'en fait, ça c'est une tondeuse qui est télécommandée. Vous voyez, vous pouvez mettre ça dans votre jardin si vous voulez. Ça ne sert à rien, mais enfin dans votre jardin, ça ne sert à rien. Oui. Mais quand vous avez des terrains un petit peu en pente comme ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Il y a aussi des petites voitures électriques maintenant, parce qu'il faut vivre aussi évidemment avec son temps. Donc c'est tous les gens semblent heureux dans leur. Voilà. Vous savez qu'au golf, ça existe aussi en plus petit, hein. C'est vrai, mais là c'est à utiliser par les services des espaces verts, évidemment. Et quand on a de grandes propriétés, effectivement, on peut acheter. Oui, Martine, d'ailleurs, sur ton golf, tu peux absolument prendre une voiture comme ça. Donc, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans, pour la 4e fois donc à Saint-Chéron. C'est jusqu'à jeudi inclus, 15 000 visiteurs qui s'étaient déplacés la dernière fois. Ils en attendent à peu près, sans doute, disent-ils, 20 000 cette année, qui viennent de toute la France et même de Bretagne, Patrice, c'est vous dire, absolument. Il y a des tondeuses en Bretagne? Écoutez, ça pousse très vite là-bas, quand même. Là, il y a entre le soleil et la pluie, entre la pluie et la pluie, et le varech. Et le varech, évidemment, oui, les algues vertes. On va écouter tout de suite Marianne Chelvet, qui est la directrice de com du salon. Nous sommes un salon spécialisé pour les professionnels de l'espace vert et du paysage. Donc il s'agit en fait des collectivités locales, des paysagistes, des architectes paysagistes qui ont des besoins tout à fait particuliers en termes d'équipement et de fournitures et tout à fait différents des besoins du jardinier amateur.
Et oui, parce que j'avais oublié quand même de vous préciser une chose, c'est que c'est un salon qui est uniquement réservé aux professionnels des espaces verts. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas s'y rendre. Vous ne pourrez peut-être pas profiter d'un petit tour de tracteur tondeuse dernière génération, malheureusement. Moi, j'ai pu quand même aller y faire un petit tour. C'était vraiment sympa. Donc voilà, c'est quand même le plus grand salon et l'unique d'ailleurs. Bah oui, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Unique salon des espaces verts qui est réservé aux professionnels en France. Donc c'est pour ça que tous les gens se déplacent de toute la France pour y venir. Vous vous rendez compte ce métier passionnant que vous avez? Mais écoutez, mais bien sûr, mais franchement, ce matin, il faisait beau, j'étais dans la nature, en tout cas dans un cadre qui était relativement sympa. Bon, je pense qu'il y a pire quand même. Oui, c'est vrai. On verra d'ailleurs qu'il y a pire aussi en regardant un certain nombre de policiers à cheval tout à l'heure qui ont l'air extrêmement satisfaits, même si c'est très prenant, probablement très fatigant, mais extrêmement satisfaits de travailler, il paraît, dans ces conditions. Bon, il s'est passé pas mal d'événements depuis la rentrée. On a beaucoup parlé de la France à l'extérieur de nos frontières, avec de temps à autre certains dérapages. C'est-à-dire les Estoniens sont comme d'autres, ils ont la tête sur les épaules. Alors que pense-t-il de l'image de notre pays à l'étranger? C'est le thème de notre micro-trottoir. Non, je pense qu'on ne donne pas une très bonne image en ce moment, j'ai l'impression. Vu les émeutes et des trucs comme ça et le fait que Sarkozy veuille virer les Roms, on ne doit pas être très bien perçu, je pense. Très mal perçu. Moi j'ai été à l'étranger, on disait vous avez de la chance d'être français. Déjà au niveau de l'Europe, on a une politique très conservatrice. Je pense que ça a dû prendre un peu de plomb dans l'aile. Pour moi c'est lamentable actuellement ce qui se passe. C'est assez grave, je pense. Il faut vraiment réagir. La France est un grand pays, elle reste toujours un grand pays. On est tout petit, mais on ne se rend pas compte. Pas très bien, je pense, notamment avec la loi sur la burqa. Je pense que, de toute façon, on l'a vu aussi à Bruxelles, on a assez critiqué. Je pense très mal par rapport à ce qui se passe avec les Roms et les étrangers. Moi, je trouve que la France a toujours une très bonne image. C'est pas parce qu'il y a eu ces expulsions de Roms que c'est un problème européen, on va pas en vouloir à la France. Je suis pas sûre non plus que les pays étrangers s'intéressent autant à la France qu'on le pense. Tout ce qu'ils font avec les Roms, les sans-papiers, donc j'espère mal. Bon, ça a l'air extrêmement partagé, mais il y a quelque chose, et là je suis parfaitement solidaire parce que comme vous, j'ai pas mal voyagé. C'est fou le nombre de fois où on peut nous dire dans certains pays, vous avez vraiment de la chance d'être français, comme on a entendu tout à l'heure. Comme maintenant je vous vois opiner du chef, si je puis dire. C'est très vrai, j'ai eu l'occasion dans mes activités professionnelles de voyager au contact de policiers étrangers, parce que la police est une grande famille internationale, parce que nos préoccupations sont généralement à peu près les mêmes partout, et la France est quand même généralement bien perçue. Et c'est vrai que l'image qui reste, c'est quand même le pays où il fait bon vivre. C'est vrai qu'en globalité, quand même, les touristes français sont vraiment appréciés à l'étranger. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais quand même, première destination touristique au monde, c'est pas pour rien. Et pourtant, on parle des chauffeurs de taxi qui sont pas gentils, des vendeurs qui savent pas vendre et qui sont belliqueux, Ah non, la bouffe, ça va. Ah, mais il faut pas aller à Paris aussi. Comment il ne faut pas aller à Paris? Il faut pas aller à Perros-Guirec sans arrêt. C'est très joli Perros-Guirec, mais bon, 1 mois sur 12. Bon. Fabienne. Oui. Fabienne, vous étiez bien sûr hier soir à un cocktail, mais qui a suivi quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est la rentrée de la CCI. Absolument. J'étais à la rentrée économique de la CCI, où le président Gérard Huot a fait donc sa rentrée et a essayé d'expliquer aux élus, aux décideurs économiques et à la société civile qu'il fallait qu'ensemble on réussisse à faire en sorte que l'Essonne monte dans ces entreprises, ces nouvelles entreprises, parce qu'on a perdu quand même pas mal d'entreprises et d'emplois. On a un taux de chômage, même s'il est le plus bas avec les Yvelines de 8,2%, s'il est le plus bas au niveau de l'Île-de-France, c'est quand même assez élevé. Enfin, moi j'ai connu il y a quelques années un taux de chômage sur l'Essonne qui était à 4%, donc on est à 8%, pour nous on double, c'est quand même beaucoup. Donc il n'est pas très pessimiste, notre président de la Chambre de commerce, mais il est aussi réaliste et il dit, certes l'Essonne par rapport au haut débit, je veux dire, je l'ai toujours entendu parler du haut débit, il n'y a pas suffisamment de haut débit en Essonne, et il dit, il est extrêmement important qu'on s'occupe de ça. Il dit aussi qu'il est extrêmement important de s'occuper des banlieues, des quartiers, et il met un certain nombre de choses en place avec toutes ses équipes pour que justement il fasse bon vivre, non seulement bon vivre en Essonne, mais il fasse bon vivre, avoir des entreprises qui viennent de plus en plus, qui devraient venir de plus en plus s'implanter en Essonne. Il y en a eu moins
que dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. Alors, il nous a donné beaucoup de tableaux, etc. Et c'était extrêmement intéressant. Il y avait plus de 450 chefs d'entreprise présents. Et j'oublie, il y avait un certain nombre de politiques, de pages de politiques. Ceci dit, tout le monde était très respectueux, très attentif, très en attente parce que l'Essonne a été touchée quand même, dire. Ah oui, fortement touché, fortement touché. Eh bien, ça reprend quand même petit à petit. Et là, j'ai quelques offres d'emploi sur du CDI. Alors, première offre d'emploi, conseillère voyage, vendre des voyages, conseiller voyage, un CDI, renseigner, orienter, vendre des prestations touristiques. Un contrat à durée indéterminée, bac plus 2. L'idée, c'est aimer le tourisme, bien évidemment. Pas forcément de diplôme, mais en tout cas, savoir vendre les voyages. Un mensuel 2500 €, des horaires 37h50, peu de déplacements et puis des primes lorsque effectivement il y aura à nouveau des offres de vente de voyages. Un ingénieur électrotechnicien en industrie, débutant accepté, bac plus 5, diplôme d'ingénieur, débutant entre 2500 et 3000 €. Avec chèque repas, participation, action. 38 heures, une entreprise de 900 salariés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rédaction de spécifications, je lis parce que c'est un peu compliqué, très technique, de spécifications de tests pour des modules électroniques, développement et mise au point d'applicatifs et de moyens de test, conception de modules électroniques. C'est extrêmement compliqué. Oui. Absolument. Ingénieur électronique et en industrie. Et puis, 2 offres d'emploi à l'Opéra de Massy. Alors pour les gens qui aiment le spectacle, qui aiment le son, qui aiment la lumière, le plateau, un technicien polyvalent, les branchements, l'accrochage, les petits dépannages, pareil, 35 heures, RTT, prime de fin d'année, et un autre technicien polyvalent qualifié, exploitation de la machinerie contrebalancée traditionnelle du théâtre, montage de décors. Enfin bref, il faut aimer le théâtre pour pouvoir travailler comme technicien polyvalent à l'Opéra de Massy. Merci Fabienne Schremp, je rappelle qu'elle est directrice de Vitacité, la mission locale à Massy. Et votre voisin, donc, c'est le commandant Schindler. Alors, vous disiez tout à l'heure, responsable des brigades équestres de l'Île-de-France et au niveau national, c'est-à-dire au niveau national, vous êtes responsable de l'Île-de-France. En fait, c'est un peu pompeux parce qu'en fait, de la police nationale ne gère des unités équestres police nationale qu'en Île-de-France. Ce qu'on peut voir autrement, ce sont des gendarmes en fait qu'on peut voir dans le reste du Oui, pays. c'est un peu plus complexe que ça parce que beaucoup de municipalités ont une patrouille à cheval, mais de police municipale. Donc, on ne peut pas toutes les citer parce qu'il y en a plein en France, c'est très bien d'ailleurs, mais nous ne les gérons absolument pas, ce sont des polices municipales. La police nationale entretient 3 unités équestres en Île-de-France pour le moment. Alors, nous allons regarder le reportage signé Virginie Forgac. Un régal. À cheval, c'est dangereux à chaque extrémité et inconfortable au milieu. Voici Playboy et Lorenzo, 2 chevaux de race sel français âgés respectivement de 7 et 11 ans. Leur cavalière les prépare très consciencieusement à entamer leur journée de travail. Ils font en effet partie de l'unité équestre départementale de la sécurité publique, composée de 11 chevaux et 5 cavaliers. Créée en juin 1999, cette brigade un peu spéciale a pour mission de sécuriser les 2 bases de loisirs de l'Essonne, de lutter contre la délinquance de voies publiques ou bien encore, comme ici, d'effectuer un contrôle routier. Vous faites contact du véhicule, monsieur. Mettez les mains sur le volant. Là, vous gardez les mains sur le volant. Bonjour monsieur, police nationale, vous allez faire l'objet d'un contrôle routier. Je vous demanderai de me présenter les pièces afférentes à la conduite et circulation du véhicule, s'il vous plaît. Savoir votre permis de conduire, carte grise et attestation d'assurance. L'exercice paraît simple, mais ne vous y méprenez pas. Si le cavalier a besoin d'une formation, il en est de même pour le cheval. Il faut, pour travailler correctement, que le cheval soit souple, soumis et disponible musculairement. Lorsque le cheval est prêt physiquement, progressivement, on le met devant des situations complètement incongrues pour lui, inhabituelles, du bruit, de la fumée, du monde. Des situations stressantes comme le maintien de l'ordre lors du sommet de l'OTAN, ou bien encore comme ici lorsqu'un individu prend la fuite. Vous arrêtez, monsieur! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, monsieur! On s'arrête!
correspondait au signalement, monsieur, d'un individu qu'on recherche, donc on va aller faire des vérifications. Moi j'ai rien fait, vous avez bien vu, j'étais là en train de courir. Pourquoi Des services d'ordre à risque qui nécessitent des protections spécifiques. Une paire de jambières pour protéger les membres avant du cheval qu'on appelle les antérieurs, une visière pour protéger les yeux et une protection de chanfrein, le chanfrein étant la partie des os propres du nez du cheval, permettant la protection de cette partie-là qui est très sensible au choc éventuel ou aux projectiles qui pourraient nous être envoyés. Des chevaux qui, de par leur image et de par leur carrure, imposent le respect. Il n'y a pas de rapport de force, mais il y a un rapport de volume et un rapport d'inconnu. Bon, volume, il est bien évident que quand on est à cheval, on a un partenaire de travail qui fait entre 500 et 800 kg suivant le modèle et la race. Et nous sommes avec un partenaire qui, pour une grande majorité de la population, représente une inconnue. Et donc il y a une distanciation et un respect dû à l'animal en tant qu'animal. Le commandant Schindler, passionné de chevaux, mais aussi de citations. Je citerai un de mes auteurs préférés, Audiard, qui disait, dans je ne sais plus quel film, « Lorsque les hommes de 100 kg haussent le ton, ceux de 60 les écoutent ». C'est vrai. Je suis persuadé que vous avez vu tous les films d'Audiard. Pas tous, mais je suis assez amateur. Oui. Bon. Combien de fonctionnaires de police donc dans ces brigades? Sur les unités sécurité publique, nous sommes 40 avec 20 chevaux et les unités de la préfecture de police, à peu près 40 aussi et une vingtaine de chevaux. Vous parlez au niveau national. Oui. National. Tout à fait. 70 chevaux ou... Ça fait une quarantaine de chevaux et presque 80 fonctionnaires. Non, ah d'accord, quand même. Pour la police nationale. Ce sont des cavaliers qui deviennent policiers ou c'est non, c'est le contraire. C'est le contraire. Qui veulent se spécialiser. Alors justement, ainsi qu'elle tourne, quelle formation pour arriver à se hisser sur un cheval et bon, se promener la plupart du temps, il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas en train de courser les voleurs tout le temps. Non. Nous avons une spécialité qui sont les unités équestres. D'autres spécialités existent dans la police, comme les motards ou que sais-je. Donc, avant tout, c'est un cursus basique, premier, de fonctionnaires de police. Il n'y a pas de possibilité directe, en entrant dans la police, d'intégrer une unité spécialisée, et a fortiori, pas du tout, c'est les unités équestres. Donc, les recrutements se font chez nous dans les unités équestres, à partir de fonctionnaires de police volontaires, bien sûr, qui répondent à un télégramme d'appel d'offres interne, et pour ça, il faut qu'ils soient au moins titulaires depuis 2 ans. Minimum. Avec vraiment un minimum d'expérience professionnelle de policier. Parce que il faut quand même connaître un minimum et posséder un minimum son métier pour pouvoir l'appliquer avec ce partenaire qui est le cheval. Ça, c'est le cursus policier. Et bien évidemment, nous demandons, avant de recruter nos fonctionnaires, qu'ils passent un test qui puisse établir d'une capacité équestre minimale. Proportion de femmes par rapport aux hommes? Je pense maintenant on doit être à 55% de femmes. 55%? Oh, je pense, oui. Dans certaines unités, un peu plus, oui. Ah bon? L'équitation est une discipline sportive très féminine, oui, tout à fait. Oui, c'est entre 70 et 80% de femmes pratiquant l'équitation licenciées à la FFE. Bon, enfin, il y a pratiquer l'équitation, et puis il y a aussi un métier extrêmement fatigant qui pouvait laisser penser que de frêles jeunes femmes... Elles ne sont pas frêles du tout. Pas du tout. Non, là, il y a pour être un cavalier accompli, et d'autant plus pour travailler, parce qu'il s'agit de travailler avec un animal, il ne s'agit pas de faire de la compétition ou du sport, ce que nous ne faisons pas d'ailleurs. Nos chevaux ne font que de la police, ils ne font pas de sport. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de force physique. D'endurance, oui, mais ça, l'endurance n'a pas de sexe. De force physique, non. Il n'y a absolument pas de rapport de force dans la conduite et le partenariat avec cet animal. De toute façon, on aurait perdu d'avance, c'est bien évident. Le tact équestre, qui est l'habileté, la capacité d'établir une communication non verbale, ou parfois verbale, avec l'animal sur lequel on est juché quand même, n'a pas de sexe et elle n'a pas de frontières et elle n'a pas de langage précis en dehors du langage du corps, ce qu'on appelle l'assiette, les aides naturelles qui sont aussi la voix, mais voilà. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus, aucun problème, ça pose aucun problème. Quelle est la journée type d'un fonctionnaire de police, homme ou femme policier? Ils font des vacations, oui, ils font des vacations de 8 heures, dont entre 5 et 6 sont consacrés à la patrouille, et le reste à l'entretien des animaux, à leurs soins et à la rédaction des actes administratifs afférents à l'activité quotidienne. Mais ça se passe vraiment comme ça? Il y a des cavaliers qui vont arrêter des voitures? On a bien sûr. tenté de penser que la voiture va faire coucou, salut, au revoir. Non. J'ai jamais vu les cavaliers. Bon, nous ne sommes pas très nombreux, donc c'est sûr que vous ne voyez pas tous les jours. Le postulat de départ, lorsque nous avons commencé, c'était un partenariat qui était établi avec le Conseil régional Île-de-France, des collectivités locales territoriales, le principe étant la sécurisation de zones
de zones urbaines, dans les zones urbaines, de grands parcs ou de zones vertes qui n'étaient pas possible de sécuriser autrement. Il est bien évident que les choses évoluant, il est nécessaire de, j'aime pas le mot, mais de rentabiliser l'action de la police. Et donc d'aller un peu plus loin dans l'utilisation du cheval au service de la sécurité. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, plein de pays au monde ont des unités équestres, le postulat de départ a été différent. Pour pouvoir, pour faire simple, pour pouvoir subsister et aller plus loin, il fallait avoir d'autres missions qui sont des missions sur la voie publique. Donc, nous continuons à assumer les missions principales qui sont celles en saison, notamment dans l'Essonne, sur les bases de loisirs, de travail et d'étampes. Mais pour pouvoir perdurer et travailler toute l'année, il faut d'autres missions. Et donc il fallait former les cavaliers, former les chevaux à d'autres missions qui sont des missions de voie publique. D'accord. Et vous ne vous arrêtez pas à des missions de responsabilité, puisque vous essayez d'innover sans arrêt. Là, vous décriviez tout à l'heure l'harnachement des chevaux. Je crois que vous avez développé quelque chose au niveau des comment vous appelez ça? C'est pas les mollets, c'est les antérieurs des chevaux. Oui. En fait, on n'innove pas vraiment. On ne fait que redécouvrir. On ne fait que redécouvrir, et c'est l'éternel recommencement, et je ne sais pas que dans le domaine équestre, mais dans le domaine équestre, tout a déjà été inventé. Donc on redécouvre des choses qu'on réadapte avec des matériaux modernes, ce qui est le cas notamment pour les protections des antérieurs. C'est là que vous regardez des vieilles planches, oui. Il y a Chevalier Bayard, et vous dites, oh, là il y avait ça. Mais tout à fait, tout à fait. Un de mes livres de chevet est l'encyclopédie médiévale de Viollet-le-Duc. Oh, bravo Patrice. Oui, parce qu'on n'a rien inventé. Les métaux, eh bien les vents, on ne va pas les harnacher. Après on peut monter évidemment, les protéger, les caparaçonner, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puisque l'intérêt de la cavalerie telle que nous la comprenons dans les services qui nous sont donnés, c'est la mobilité et la rapidité d'action. Donc il ne faut pas l'obérer en mettant... Mais d'autres polices le font. Hein. La police colombienne notamment, ont des chevaux qui sont entièrement protégés. À propos d'autres polices, rapidement maintenant, lorsque vous avez un patron de la police russe qui arrive avec, en principe sous ses ordres, 800 chevaux, enfin 800 cavaliers, vous ne faites pas un peu petit à côté ou... Bon, faut pas être complexé, les pays sont pas les mêmes non plus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons pas l'intériorité. C'est vrai qu'il y a une grande culture de police à cheval et d'utilisation du cheval dans les pays de l'Est. Hein. Il n'y en a pas qu'en Russie. Hein. Il y en a en Hongrie, en Pologne, en République tchèque. Enfin, il y en a. Tous les pays de l'Est ont des unités équestres. Et après, ça va dans des unités qu'on pourrait considérer comme très folkloriques. Les Israéliens ont une police à cheval, les Brésiliens, les Colombiens, les Salvadoriens. Je ne parle pas des États-Unis parce que tout le monde connaît ça, mais ils ne sont pas les seuls. Bon, alors, je vais me transformer en petite fée, je vais avoir beaucoup de mal. Comme ça, si vous aviez un souhait à formuler à propos de vos brigades, quel serait-il? Nous souhaiterions pouvoir essaimer en province, sur des grands pôles provinciaux. Parce que nous sommes assez régulièrement demandés, notamment sur les matchs de foot depuis 2009, très régulièrement demandés en province. Donc, très souvent dans le nord de la France, parce que c'est une proximité géographique qui nous permet de faire les missions sans trop de difficultés. Et on se rend bien compte que l'utilité de la présence du cheval dans ce type d'activité a été reconnue. Ça, je reprends un terme que je n'aime pas, toujours pas, sa rentabilité aussi, parce que contrairement à une idée reçue, ça ne coûte pas cher. Et la longueur d'emploi de l'action du cheval a aussi surpris beaucoup nos responsables, parce que l'image qu'on se fait, c'est que ça ne peut pas être utilisé très longtemps, mais je suis déjà resté plus de 10 heures à cheval sur un service. Bravo. Merci Bravo au cheval, surtout. Merci pour toutes ces précisions, et j'espère que vous serez exaucé le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous aimez l'artisanat, je pense que oui, de toute façon. Ah, il faut, oui. Martine Guégan également. Oui, alors cette semaine, je vous propose un portrait d'une bijoutière, Séverine Ferrari, installée à Évry, donc artisan d'art, hein, ça fait partie des métiers d'art, bijoutière en métaux précieux. On regarde. Je suis créatrice de bijoux métaux précieux. Je travaille donc essentiellement l'argent directement, ou je pars aussi sur des maquettes cire pour mon travail. Je travaille essentiellement avec les perles, donc des perles de culture, hein, d'eau douce, Tahiti, mer du Sud. J'intègre également des matières un peu différentes, du sable, de la laine, du cuir.
Je suis à mon compte effectivement depuis février 2007, donc j'ai fait des études d'art plastique. J'ai eu différents métiers après qui n'avaient pas forcément de rapport avec mes études de plasticienne. J'ai pu après en fait intégrer un congé individuel de formation à l'école de la rue du Louvre. J'ai préparé mon CAP art du bijou et du joyau, donc que j'ai obtenu en juin 2006. C'est un métier qui est difficile parce que très touché par la crise. Puis c'est vrai que les matières sont très onéreuses, donc il y a un gros investissement au départ. Moi j'appelle ça des œuvres d'art, surtout quand on est sur de la pièce unique ou des petites collections. C'est quelque chose de sentimental aussi, on le transmet de génération en génération, c'est très technique, c'est quelque chose qu'on porte sur soi. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le bijou pour toutes ces raisons-là en fait. Alors elle ne vit pas en plein air, ça effectivement. Non, bien sûr, dans son atelier, travailler essentiellement avec des petites pièces, perles de culture, on a vu, perles de Tahiti. Et elle a sorti aussi une collection de bijoux pour hommes. Et 2009, trophée de l'entrepreneuriat décerné par l'agglomération Évry-Centre-Essonne. Et 2010, lauréate du concours Jeunes Créateurs, Maisons et Objets. Bon, en tout cas, elle a l'air passionnée et c'est là l'essentiel. Voilà, et puis c'est beau. Il y en a beaucoup qui font ça ou pas encore? Qui font ça encore, oui, c'est pas des métiers rares, seulement il faut réussir à en vivre. C'est là la difficulté. Comment est-ce qu'on la trouve alors? Comment est-ce qu'on lui Alors il y a un site, j'ai oublié, il y a un site sur lequel on peut voir effectivement toutes les créations qu'elle fait. Il faut aller jeter un petit coup d'œil, c'est vrai que c'est très joli, c'est un style particulier. Et surtout, elle allie les métaux, mais aussi des matières un peu particulières comme la fourrure, la laine. La fourrure de quoi? Ah, la fourrure. De lapin, ça. La fourrure. Oh, ça peut être de la fourrure synthétique aussi. Quand voilà, oui, c'est vrai. Merci Martine. Et puis on aura retenu le site. Est-ce que vous connaissez le scrapbooking? Eh ben moi non. Regardez. Moi j'aime bien le scrapbooking. En fait c'est un loisir qui consiste à mettre en valeur des photos, donc avec du papier et d'autres ornements, des petits boutons également, des perles, etc. Et donc ça permet de prendre soin de ces photos, de bien garder ses souvenirs. Donc aujourd'hui on peut faire du scrapbooking sur internet, on peut le faire de façon digitale, mais c'est aussi sympa d'utiliser les papiers, de les découper, de décorer. Voilà. Et c'est un loisir qui te prend de plus en plus d'ampleur, on peut aussi en faire en club et c'est assez sympa. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le numérique on accumule sur l'ordinateur et puis au final on sort plus beaucoup les photos. Or avec le scrapbooking on peut les tirer et en plus les mettre en valeur, donc c'est l'idéal. Voilà. Voilà donc une Essonnienne de plus qui a parlé de sa passion à une équipe de Téléson dans la rue. Passion cinéma. Oui, cinéma. Alors cette semaine on a le droit à pas mal de films, de gros films à gros budget, des films dont on a beaucoup entendu parler et des petits films. Et moi je me suis intéressée à un petit film qui a obtenu quand même l'Ours d'Or lors de la dernière Berlinale, c'était en février, à la 60e, et ça s'appelle Miel. C'est un film turc qui est réalisé par Semih Kaplanoglu. Donc voilà, le personnage principal c'est Youssouf. Ça fait partie d'une trilogie en fait, la trilogie Youssouf. On a connu Youssouf adulte, jeune homme, et là on découvre Youssouf petit, donc dans son environnement. Alors c'est basé sur une relation avec ses parents et notamment avec son père, et avec de très jolis décors. Et le réalisateur s'est beaucoup inspiré de sa propre vie et notamment de sa jeunesse pour réaliser ce film. Alors c'est un film où on évolue dans la nature, il y a de somptueux décors et il y a un message aussi consacré à l'environnement à travers ce film. Et je vous propose tout de suite de regarder alors c'est pas vraiment une bande-annonce, c'est un extrait avec le petit Youssouf qui en réalité s'appelle Bora Atlas. On regarde.
La Miel qui sort demain, donc c'est ce que je disais. C'est pour ça qu'il a eu l'Ours d'Or, parce qu'il s'appelle Miel, ce film. C'est un rapport avec l'activité. C'est un rapport avec l'activité de son papa dans le film. Ouais, si. Et donc voilà, mais en fait tout le film est un peu comme cette scène, hein. C'est assez long, mais ce sont des belles images, je trouve, de nature. Enfin voilà. Les dialogues sont intéressants. Il y a des dialogues aussi, oui, il y a des dialogues. Mais après, non, mais c'est vrai que c'est difficile pour un film d'extraire un extrait comme celui-là. Ce qui suffit, sans dialogue, sans rien. Ils n'ont peut-être pas choisi le bon extrait. Non, mais ce qui suffit, c'est que Keltoum ait dit il y a des films extraordinaires en ce moment, des grands films et tout, et j'ai choisi un petit parce que il a quelque chose. Et à partir de là, on peut concevoir que c'est un bon film. Voilà, mais oui, c'est un bon film. Et voilà, après, il a eu une reconnaissance. Il a obtenu l'Ours d'Or, donc voilà, c'est déjà quelque chose. Et puis c'est différent de ce qu'on peut voir. Donc voilà, après moi c'est vrai que je suis plutôt habituée à des films d'action, à des films avec des acteurs bankable, mais enfin voilà, je voulais juste changer et puis j'ai trouvé très sympa et très intéressant aussi comme film. Donc un film que vous pourrez voir à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge et aussi un autre de Montgeron. Alors est-ce que j'ai le temps de faire un peu le tour de... Pas tellement, alors, à moins que vous vouliez 30 secondes. Non, juste citer Resident Evil, qui est le quatrième volume, alors quatrième épisode, quatrième opus de la saga, qui sort en 3D. Donc voilà, la 3D se justifie pour ce film. Toujours, c'est les aventures d'Alice Prospero, Méga CG Rêverie, Rotonde des Tempes, 4 Perret, Sainte-Geneviève et l'Orangerie de Draveil. On va terminer par un film qui a suscité la polémique à Cannes. C'est le film de Rachid Bouchareb, forcément hors la loi. On prend les mêmes et on recommence avec la majorité des acteurs d'indigènes. Exit Sami Nasseri.